dans nos modes de vie, dans les endroits où nous vivons, dans ce que nous mangeons, dans ce que nous respirons. Tout ça affecte la santé des individus et la santé sexuelle n'est pas épargnée. Et c'est pour ça que d'ailleurs que nous avons des choses qui apparaissaient chez l'homme après 50 ans, apparaissent de plus en plus chez des hommes beaucoup plus jeunes. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À votre santé sexuelle le mardi sur Beurre FM. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Nader Alami est avec nous. Bonjour Nader. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Psychosexologue et coach en bien-être. Vous aviez un slogan tout à l'heure avant l'émission, Nader. Oui. Je vous le donne. Je sais pas. Je le dis aux J'aimais bien le auditeurs et aux slogan. auditrices. J'ai dit, est-ce que ça détendrait pas un peu l'atmosphère ? Ouais. Voilà. Ben voilà. Parlons bien, parlons sexe. Voilà. Parlons bien, parlons sexe. Parlons de sexualité tous les mardis sur Beurre FM. Et alors, on va parler d'un vrai sujet tabou. Alors, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont soi-disant tabous, mais nous allons parler de l'impuissance, enfin de la puissance et de l'impuissance de l'homme. Mais l'impuissance, ça, c'est vraiment tabou. Oui. Ça l'est. Oui. Ça l'est et ça l'est d'autant plus que ça demande beaucoup d'efforts pour un homme de franchir le pas et de taper à la porte d'un sexologue ou d'un docteur. Ou d'un docteur. Ouais. Dans un premier temps, souvent c'est un docteur. Qui envoie ensuite vers un spécialiste. Mais c'est vrai que c'est tabou, encore tabou à ce point. Et vous vous retrouvez avec des hommes qui restent seuls longtemps avec ce trouble sexuel-là. Et ils se renfrognent et puis ils sont entrés dans une spirale, c'est-à-dire qu'il y a un manque de confiance en soi qui s'installe, il y a une espèce de plusieurs stratégies de l'évitement vis-à-vis de leur compagne est indisponible, ils sont très, très heureux, non, mais ils sont soulagés. Enfin voilà, donc il y a vraiment une espèce de chape de plomb qui s'est installée dans le... Et puis il y a le lit des non-dits, et puis voilà, donc il y a vraiment encore un vrai tabou à ce niveau-là. Alors c'est assez courant, hein, même si on n'a pas forcément des chiffres sur cette pathologie, hein, mais c'est très courant en France. Et vous le disiez tout à l'heure, le fait que les gens n'aillent pas chez le docteur, n'aillent pas consulter, fait que les gens ne sont pas pris en charge. Tout à fait. Et ils ne sont pas pris en charge, et puis dans un premier temps... Vous savez, ça passe par plusieurs phases et c'est selon la personne aussi. Hein. Tout le monde ne réagit pas de la même façon. Pas mal de personnes sont dans une espèce de déni. Pas mal de personnes sont dans une espèce de déni qui conduit parfois à, pour se rassurer, rejeter la faute sur l'autre. Rejeter par exemple la faute sur la personne avec qui ils vivent, la personne avec qui ils entretiennent une relation. D'autres personnes, vont être fatalistes. C'est comme ça, c'est l'âge, c'est je sais pas quoi, et puis voilà, et puis on peut faire sans. Et puis vous avez d'autres personnes qui vont véritablement en souffrir, et enfin d'autres personnes qui vont en souffrir, mais qui vont prendre conscience et qui vont se poser la question non pas de qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je vais devenir, mais qu'est-ce que je dois faire. Et ceux-là ont déjà commencé à gagner, puisque dans le qu'est-ce que je dois faire, assez rapidement, ça passe par je vais consulter. Si j'arrive pas moi-même, donc ça passe d'abord par je vais essayer par moi-même. Hein. Je vais voir que aujourd'hui on a Internet. Je vais sur Internet d'abord. Voilà, exactement. Je vais d'abord sur Internet. Et puis je vais voir, j'ai essayé des petits trucs, machin, etc. Mais je vais quand même vouloir la confirmation d'un médecin, d'un sexologue, pour voir si effectivement, sauf si bien sûr j'y suis arrivé par moi-même, mais si j'y arrive pas ou si j'ai quelques doutes, parce qu'on a quand même peur, il faut le dire à nos auditeurs, nos auditrices, attention à tout ce qu'on peut trouver sur Internet, on le dira jamais assez. Donc on a besoin de peut-être une ou voire plusieurs consultations et là entrer dans un accompagnement qui va aider la personne à se sentir mieux. Alors avant on parlait, j'ai utilisé le mot d'impuissance, mais c'est vrai qu'on l'utilise plus aujourd'hui. Hein. Oui, on parle de dysfonction érectile, voilà, ou alors. C'est quoi la différence avec les pannes sexuelles d'ailleurs ? C'est la même chose ou pas du tout ? C'est la même chose. Ce qui va changer, c'est la durée en fait. Là, on parle de dysfonction érectile quand ça vous arrive le plus souvent et sur une durée au moins 3 mois. Hein. On va pas parler tout de suite de dysfonction érectile, on va pas tout de suite dire à monsieur vous allez mal, s'il vient d'avoir une panne ou deux, voilà, des choses qui peuvent arriver pour un
pour tout un tas de raisons, faut pas tout de suite paniquer. Voilà, là, il y a une panne, point, c'est tout. C'est pas vrai. Allez, on fait dodo et puis ça ira mieux demain. Voilà. Mais si la chose dure au-delà de 3 mois et que sur toutes les tentatives que vous avez effectuées, eh bien à chaque fois cette panne justement revient, là on peut parler de dysfonction érectile. Il faut savoir que les pannes font partie de la vie sexuelle. Hein. Oui, mais évidemment. On n'est pas c'est pas des machines, hein. Il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne contrôle pas, et puis notre nature est toujours plus forte que nous, de toute façon. Alors d'où vient le bug ? Alors, d'abord, vous faites bien de dire le bug parce que nous sommes censés aller bien. On n'est pas censé aller mal. On n'est pas censé avoir des dysfonctions érectiles. L'homme est censé aller bien. C'est-à-dire qu'il est censé être puissant sexuellement. Ça vient pas de nulle part. On met des guillemets à la radio. Puissant sexuellement, oui. Tac, comme ça, voilà, tac. Mais vous savez, la formule le sexe fort devient, voilà, on est quand même assez éduqué là-dedans, vous voyez. Le sexe fort, quand on dit sexe fort, généralement, on pense à l'homme, vous voyez. Et puis, on est censé aller bien de toute façon, homme ou femme, on est censé être en bonne santé. Maintenant, il est vrai que dans nos modes de vie, dans les endroits où nous vivons, dans ce que nous mangeons, dans ce que nous respirons, dans les perturbateurs endocriniens, on en a pas mal parlé, tout ça affecte la santé des individus et la santé sexuelle n'est pas épargnée, tout simplement. Alors, si en plus de ça, vous ajoutez je parlais de mode de vie, vous ajoutez de mauvaises habitudes, donc vous faites des choses très stressantes, vous buvez beaucoup, vous fumez beaucoup, vous dormez moyennement bien, voire mal, parce que vous restez très tard la nuit, parce que vous êtes sur les réseaux ou sur le 3e saison de votre série préférée, que vous n'arrivez pas à lâcher le truc et que vous dormez tous les soirs, enfin toutes les nuits à 2h du matin, il est évident que vous n'arrangez pas les choses et ce qui va aussi être impacté, c'est votre santé sexuelle. Et donc, vous allez ressentir, et c'est pour ça que d'ailleurs que nous avons des choses qui apparaissaient chez l'homme, disons après 50 ans, apparaissent de plus en plus chez des hommes beaucoup plus jeunes, des hommes beaucoup plus jeunes, qui ont même la vingtaine. Oui, aujourd'hui, avant c'était 50 ans, maintenant on peut trouver des dysfonctions chez les gens qui ont 20 ans. Exactement, c'est-à-dire que vous avez ceux qui m'ont formé, et puis ce que j'ai pu voir aussi par rapport à moi-même, la dysfonction érectile apparaissait généralement après 50 ans. 53 ans, c'était un âge où, voilà. D'ailleurs, quand les grands laboratoires pharmaceutiques ont sorti les Viagra et compagnie, c'était pas destiné aux jeunes. C'était destiné à des hommes qui avaient un certain âge, et c'est heureux, ça pouvait permettre d'aider à prolonger justement la vie sexuelle. Tant mieux, c'est génial. Mais c'était pas dans l'idée destiné à des gaillards de 20 ans. Or, nous nous retrouvons là, avec tout ce qu'on vient de dire, justement, avec des types qui ont 20... Moi, j'ai reçu des types qui ont 23, 24, 25, 26 ans. Voilà. Mais alors qu'ils le prennent pourquoi ? Parce qu'ils ont des troubles érectiles ou pour justement ils sont dans le culte de la performance ? C'est... Parce qu'il y a quand même aujourd'hui il y a une dérive dans l'utilisation de ces pilules. Bien sûr qu'il y a une dérive. Il y a le fameux je veux être prêt au cas où aussi. Ouais, au cas où, voilà. Comme si je pouvais pas être prêt au cas où sans ça. Vous voyez ? Mais on n'en a pas parlé, mais le fait aussi de consommer beaucoup d'images sur des sites pornographiques pour l'érection de l'homme, ça n'arrange pas les choses. Puisque, on le dit souvent ici, le cerveau est le premier organe sexuel de l'homme. Si votre cerveau, vous l'alimentez, vous le cultivez à trouver son excitation avec... moi j'aime bien utiliser un peu une certaine rythmique et une certaine mélodie qui n'est pas le fruit de votre propre imagination, mais l'imagination de scénaristes qui vous oblige, finalement qui vous la donne comme on vous offrirait un plat cuisiné,
Eh bien, le jour où vous vous retrouvez dans de vraies situations, il se trouve que votre cerveau, lui, il continue à être dans cette rythmique et dans cette mélodie-là. Donc, vous êtes complètement désemparé. Et là, on entre dans quelque chose qui fait que, voulant être performant, voulant garder cette image du sexe fort dont on parlait tout à l'heure, eh bien, vous vous dites, je vais m'aider un petit peu d'une béquille qui va me permettre de sauver la face. Voilà. La majorité des dysfonctionnements prennent naissance dans la tête, et le stress est à l'origine de beaucoup de dysfonctionnements. Alors, ils prennent pas forcément... Attention, ils peuvent être de conséquences organiques. Hein, ils peuvent être, pour plein de raisons, là encore, liées à notre environnement. Vous pouvez souffrir d'un manque de testostérone, par exemple. Vous pouvez avoir un gras du bide qui empêche une circulation convenable. Vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez encore? Enfin, le diabète. Enfin, il y a plein de choses organiques qui peuvent faire que également. Vous voyez? Donc c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut toujours, avant de songer à accompagner la tête, si je puis dire, il faudra y songer, hein, évidemment. Tout cela est complémentaire, mais on ne fait pas l'économie d'un check-up complet où on va regarder un petit peu d'abord s'il n'y a pas... il n'y a rien d'organique. Voilà, si organiquement tout va bien. Voilà, et même améliorer, hein, donner des petites choses qui vont faire que vous allez... Et puis aussi, soigner votre mode de vie. Et là, pour moi, il y a avant toute chose, mais vraiment avant toute chose, moi, il y a les trois points auxquels je tiens. Je le dis aux gens, mais faites l'expérience. Je sais que c'est des choses faciles à dire, faciles à faire, mais faciles à admettre, à se dire, ouais, c'est vrai, mais qui sont devenues difficiles à faire. À savoir, dormir à une heure raisonnable, c'est-à-dire soigner son sommeil. Ne pas dépasser, je sais pas, moi je dis toujours minuit. Minuit, c'est bon. Minuit, c'est... Ben non, c'est pas bon maintenant. Minuit, quand vous travaillez à 7h du matin... On est d'accord. C'est tard. C'est tard. C'est très très voilà, tard. Donc je donne vraiment cette limite-là. Minuit, on va au lit. Manger bien, faire attention à son régime alimentaire, c'est-à-dire manger des choses qui me fortifient. Manger, parce qu'on est dans la malbouffe, pas possible. Manger des choses qui me servent à quelque chose. Et là, j'invite aussi les gens qui nous écoutent à interroger le régime alimentaire d'où vient leur patrimoine génétique. C'est-à-dire, je veux m'intéresser, par exemple en tant qu'homme, je veux m'intéresser à ce que mangeaient mes grands-pères. Je veux m'y intéresser. Parce que je viens pas de nulle part. Je tombe pas comme ça du ciel. Ça a mis du temps à se fabriquer tout cela. Et la preuve que ça a été efficace, c'est que je suis là et je suis pas le résultat de rien du tout. Je suis aussi le résultat d'une relation sexuelle. Donc il y a des choses claires qui se sont réalisées par ce régime alimentaire-là. Mais quel est l'intérêt justement de réinterroger le régime alimentaire de votre grand-père? Eh bien de le poursuivre, de le continuer. Parce que ce qui se passe, c'est que finalement, dans notre modernité, parfois, on a fait comme une espèce de rupture brutale avec ce régime alimentaire-là pour être dans la mondialisation qui a ses bons côtés, mais qui a aussi ses côtés néfastes. Avec Nader Alami qui est avec nous. Nader, vous êtes psychosexologue et coach en bien-être. On parle de la dysfonction érectile ce matin. Alors, vous parliez de régime alimentaire tout à l'heure, mais il y a un truc que vous m'avez conseillé et que j'applique maintenant grâce à vous avec beaucoup de régularité. Et alors ? Et alors, j'aime les huîtres. je mange des huîtres. C'est vous qui m'avez dit ça. J'ai dit que c'était aphrodisiaque. C'était aphrodisiaque, ouais. Bien sûr. Alors, je ne sais pas si c'est aphrodisiaque sur moi, mais en tout cas, les huîtres sont bonnes. Je suis sûr que ça l'est. C'est vrai. Non, c'est votre truc à vous, ça. Alors, il n'y a pas que ça. Moi, oui, il y a les huîtres. Mais il y a dans mon régime, parce que dans mon régime alimentaire, par exemple, celui dont on vient de parler de nos aïeux, moi, vous savez, je suis persuadé d'une chose. C'est que la nature est bien faite et qu'elle répond à un équilibre délicat. Et vous voyez, on a tous vu des documentaires animaliers, tout ça, chaque espèce vivante, eh bien, est mise dans un milieu naturel. Et il se trouve que la nature lui donne à cette espèce-là ce dont elle a besoin pour survivre et pour être forte. Et donc, pour être forte, pour survivre.
voyez ? Donc, de la même façon, là d'où nous venons, chacun d'entre nous, notre famille, notre clan, tout cela, eh bien, il leur a été donné, justement, de la même façon, ce dont ils avaient besoin pour être forts afin de survivre. Parce que la nature veut notre survie. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'il faut interroger. Alors moi, par exemple, j'aime bien les dates. Voyez-vous ? Les dates, c'est quelque chose de formidable, de fortifiant. La pastèque, à la saison, bien évidemment, appropriée, c'est quelque chose de fortifiant, d'aphrodisiaque. Voilà, il faut interroger tout ça. Donc, comment quelqu'un, par exemple, qui viendrait de là d'où je viens, ne mangerait plus de pastèque, ne mangerait plus de dates? Et puis, il y a plein d'autres choses. La pastèque, elle n'est pas toujours bonne en France. Elle est belle, mais pas bonne. Ouais. Alors, il y a un troisième élément. Dans la sédentarisation qui est la nôtre aujourd'hui, enfin, l'exercice physique, le sport, l'activité physique. Et attention, pas l'activité physique du vieux monsieur. Hein, vous n'allez pas me dire, ouais, mais je fais de la marche. Non, là, fait de la marche, c'est le gars qui a 70 ans, 75 ans. Lui, ok, il fait de la marche, et c'est très bien. Mais si vous avez entre 20 et 55 ans, enfin, non, la marche, ça suffit pas. On y va, on a ce qu'il faut, et puis on va faire quelque chose de plus intensif. Voilà. Parce que ça aussi, ça va aider justement à la fluidification de la circulation sanguine. Et d'ailleurs, même quand vous prenez les fameuses béquilles dont vous avez besoin, parce que, par exemple, vous avez véritablement un blocage, tout cela va aider le médicament à être encore plus actif. Vous voyez ? Que si vous êtes là à attendre qu'il fasse tout. Et on a pu observer que chez quelqu'un qui mange bien, qui dort bien, qui a une activité physique régulière, s'il prend la petite béquille, ça va l'aider davantage. Alors, pour l'homme qui vit cette dysfonction érectile, il y a des répercussions, notamment sur la confiance en lui. Hein, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'évalue pas toujours. Quel est l'impact sur la qualité de vie ? C'est terrible. C'est terrible, selon les témoignages, les gens qui viennent nous voir, c'est... vous savez, je ne me sens plus homme. Par exemple. Des gens vous disent ça ? Évidemment, je ne me sens plus homme. Pour certains, vous savez, et surtout chez des hommes pour qui la sexualité est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'ils avaient une vie sexuelle qui était riche, et boum, ça leur tombe sur la figure, et là, ils se sentent complètement désemparés. C'est carrément leur identité qui est remise en question. En tant qu'homme. En tant qu'homme, exactement. Vous voyez ? Donc, à partir de là, même le fait de se sentir comme ça, le risque avec cela, c'est que c'est plus difficile finalement parce que quand une croyance commence à bien s'ancrer, il faut être costaud pour la... J'ai pas envie de dire la combattre, parce que parfois combattre, c'est donner de la force à l'autre, mais à l'amener et à la faire évoluer. Voilà. Et comment on travaille justement sur cette croyance ? Alors, il y a plusieurs techniques. Déjà, l'écouter. Parce que, vous savez, souvent, vous êtes la première personne à qui il le dit. C'est-à-dire que tout cela est caché, tout cela est honteusement caché, et enfin, des fois vous avez des grands gaillards, des mecs balèzes. Mais ils disent ça comment ? Enfin, je sais pas, quels sont les sens. Ça dépend. Sans forcément trahir le secret médical, mais quels sont les... Je vais pas vous dire les noms. Non, alors... Quelle est leur adresse ? Quels sont les mots utilisés, Nader ? Alors, ça dépend. Vous avez des gens qui ils sont tellement très contents de pouvoir le dire que c'est tout de suite. Allez, il faut que je le dise. Voilà, je suis venu pour ça. Je suis venu pour ça, monsieur. Voilà, d'accord ? Après, il y a d'autres gens à qui il faut aider un petit peu. Voilà, il faut un peu, comme on dit, tirer les vers du nez et les amener à ce qu'ils disent que c'est vraiment ce problème-là et qu'ils ont, et
ce problème-là qui les met dans des états pas possibles. Et davantage encore lorsque ça... parce que vous pouvez avoir des hommes qui en souffrent pour eux-mêmes, vous pouvez avoir des hommes qui en souffrent parce que ça plombe la relation. C'est-à-dire que leur compagne, par exemple, ça se passe mal avec leur compagne et ils en souffrent pas seulement pour eux-mêmes, mais ils en souffrent aussi pour leur compagne. Voilà. Mais ils n'ont pas tendance à justement reporter la faute sur l'autre. Vous avez, oui, vous avez. En disant finalement, c'est pratique de dire, de toute façon, c'est pas de ma faute. C'est sa faute à elle. Alors, ensuite, bien évidemment, que dans la thérapie, il n'est évidemment pas exclu d'inviter la compagne, puisque elle peut évidemment faire partie de la solution, et c'est ça qu'il faut rechercher aussi. Vous savez, c'est la relation qui souffre. C'est pas de sa faute. C'est pas comme ça qu'il faut le regarder. Il faut pas chercher c'est la faute à qui. Il faut regarder comment faire en sorte que la relation puisse retrouver le chemin de l'épanouissement. Vous voyez ? Et donc déjà, ce sentiment de culpabilité qu'il peut avoir lui, ou la culpabilité qu'il peut rejeter sur l'autre, il faut déjà faire ce travail d'effacer cela et de le remplacer par c'est pas l'un ou l'autre, puisque vous êtes un couple, puisque vous avez cultivé une relation, il faut voir la chose sous l'angle de la relation. Après, il y a le manque de confiance en soi, donc après il faut travailler aussi sur cette le manque de confiance en soi, le manque de l'estime de soi également. Oui, et bien vous savez, je vais vous dire une chose, mon cher Philippe, j'ai mis en place un procédé, rien de révolutionnaire, absolument rien de révolutionnaire. Parfois, c'est le bon sens qui prime. Si ça marche, si ça fonctionne, c'est révolutionnaire. Je vais vous dire pourquoi. Ouais. Je vais vous dire pourquoi. J'ai invité pas mal d'hommes à... Voilà, en quoi moi je crois. Je crois nous sommes dans un monde d'énergie. Je pense que les énergies circulent. On ne les voit pas, mais elles circulent entre nous. Et nous les échangeons. Et quand vous vous retrouvez, par exemple, dans une salle de boxe, où beaucoup de testostérone est là. Beaucoup de saine agressivité. Je parle bien ici de saine agressivité. La saine agressivité qui alimente en fait votre pulsion. Eh bien, on s'en échange. Et vous avez cet homme qui, 1 mois et demi plus tard, 2 mois plus tard, à condition qu'il ait été régulier, n'est plus le même homme. Il a reboosté cette confiance en lui-même qui n'était plus. Vous voyez ? Et moi, je crois beaucoup, justement, non pas à rester... alors, c'est important, la thérapie par conversationnelle et tout ça, évidemment que c'est important, évidemment que c'est très très important de ne pas garder ça pour soi et d'avoir un espace sécure où on peut en parler. Mais une fois que c'est dit. Voilà. Ensuite, il faut passer à qu'est-ce qui peut faire que cet homme, parce qu'il ne faut pas non plus lui proposer quelque chose qui ne va pas du tout avec lui, voyez, mais il faut trouver avec lui quelque chose qui va justement l'aider, ça peut être, donc moi je prenais cet exemple-là, l'aider à rebooster cette confiance en lui qu'il a perdue. Parce que là, il se retrouve à... Ça ne sert plus à rien de cogiter, mon garçon. Là, il y a un sac, où il y a un autre boxeur en face de toi, il y a de l'entraînement, donc tout est là pour que tu arrêtes de cogiter et que tu passes à... l'action. L'action. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Voilà. Donc ça, c'est par exemple des choses que j'aime bien mettre en place et je peux vous assurer qu'à chaque fois, j'ai eu des résultats très probants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans votre boîte à outils ? Évidemment, alors on passe. Alors on peut pratiquer l'hypnose aussi. Ça c'est très bien. Moi j'aime bien ça, l'hypnose. Parce que vous savez, quand on a, là vous le disiez, mon cher Philippe, on en arrive à cultiver des blocages, des croyances, donc des blocages qui sont bien ancrés. Et qu'il est difficile d'effacer. Donc j'aime bien amener, par de l'hypnose conversationnelle, le sujet, le patient... Mais de toute façon, c'est très simple. C'est la peur que ça ne marche pas, ça fait advenir le fait que ça ne marche pas.
À chaque fois. Ça entretient la peur. Très souvent, en tout cas. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Donc ça fait partie de ces peurs qui s'entretiennent, mais vraiment très facilement. Absolument, absolument. Donc, justement, par une espèce de cheminement où nous allons, avec lui, voyager, ouvrir cette porte de son inconscient, aller un petit peu plus en profondeur pour choisir un petit peu ces livres de sa vie avec ces titres-là qui sont ses blocages à lui, et puis les emmener tout doucement vers une cheminée et les jeter et les regarder se consumer et puis repartir et retrouver un petit peu le chemin du conscient, s'étant débarrassé de tous ces blocages-là. Il faut répéter ça plusieurs fois. Oui, parce que ça fait combien de séances d'hypnose ? Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Mais ça fait... Alors, très intéressant, il y a des gens qui aussi, en plein milieu, se réveillent. Ils sont déjà réveillés, puisque c'est de l'hypnose conversationnelle, par peur. Une peur de poursuivre l'exercice. Et c'est là que le psychanalyste doit se demander, tiens, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que nous pouvons remarquer aussi, mon cher Philippe, qu'il y a des gens qui préfèrent, pourquoi ? C'est à voir aussi, conserver ces blocages. Les conserver parce qu'ils leur servent à quelque chose. Ils sont intéressés par l'idée que, j'ai peut-être pas envie de m'en débarrasser tout de suite. Voilà. Pour reprendre le titre d'une émission que nous ferons demain, 1er novembre, Nader, les dysfonctions érectiles existent bien. Oui. Hélas. Voilà, on en parle avec vous, non, parce que demain c'est le 1er novembre, et donc on fera une émission sur la mort n'existe pas avec Stéphane Alix, qui sera notre invité, donc soyez, alors évidemment, je vous imagine déjà qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, mais c'est vrai que c'est une enquête que Stéphane Alix a faite, alors près de 15 ans d'enquête, qui nous expliquera pourquoi, selon lui, la mort n'existe pas. Mais les dysfonctions érectiles, elles existent. Et j'aimerais que vous insistiez sur un point, Nader, qui est important de rappeler, c'est que ces dysfonctions n'ont rien à voir avec une perte ou un manque de désir. Absolument. Absolument. Le trouble du désir est une chose, le trouble érectile en est une autre. Ça peut aller de pair, mais ça peut être complètement être dissocié. Ça peut ne pas du tout. On peut tout à fait avoir du désir, ce qui est déjà bien. Voilà, on est déjà bon. Voilà. Avez-vous du... C'est une des premières questions que nous posons. Avez-vous du désir ? Et même. Plus loin, évidemment, alors vous êtes, parce que là on est dans un endroit sécure, évidemment le sujet est là pour, le patient est là pour s'exprimer. Vous avez peut-être du désir ailleurs. Vous avez peut-être moins de désir ou plus de désir pour votre compagne. Avez-vous du désir pour quelqu'un d'autre ? Vous voyez, donc on essaye de voir, cette question du désir évidemment est très importante. Et vous avez bien raison de le dire, on peut tout à fait avoir du désir, mais il y a ce problème du trouble érectile qui est complètement autre chose. Voilà. Non, mais c'est important de le dire parce que finalement, la partenaire, elle peut se poser la question. Mais évidemment, donc, ça toujours, elle se pose la question. En fait, tu ne me désires plus, tu ne m'aimes plus. Bien évidemment, souvent c'est tu ne me désires plus moi. Ouais, c'est pas tu désires donc quelqu'un d'autre, autrement, différemment, plus avec moi. Donc tout est remis en cause. Et là, évidemment, ce sont des quotidiens. C'est un quotidien pénible parfois qui se met en place au sein du couple. Alors, rassurez-vous, mesdames, on peut tout à fait, votre compagnon, votre époux, peut tout à fait vous désirer, et grandement vous désirer, mais avoir un problème lié à l'érection. Alors, on parlait des causes organiques tout à l'heure, mais c'est vrai qu'effectivement, au quotidien, le stress est très très important et que ce stress influe sur la qualité des érections, que ce soit au travail, ça peut être la maladie aussi, la dépression. Il y a pas mal de troubles qui ont une influence sur la qualité des érections. Vous savez, il y a... Bon, je prêche peut-être un peu pour ma paroisse, mais je pense que quand l'érection va bien, tout va bien. Voilà. Quand il faut regarder... Vous savez, l'une des premières choses qu'on demande, avez-vous des érections matinales ? Voilà.
Ça, c'est pour voir si finalement, organiquement, ça va. Tout va bien. Il n'y a pas de... Si effectivement, l'homme le monsieur vous répond que, écoutez, ça fait 3 mois que j'en vois pas, que je ressens pas d'érection au matin, là oui, il y a un problème. Mais pourquoi je dis que quand l'érection va bien, tout va bien, c'est que s'il n'y a pas cela, ça peut peut-être cacher d'autres maladies. Et c'est pour ça que c'est important de ce check-up global pour permettre de voir s'il n'y a pas d'autres choses aussi que c'est forcément une alerte. Une alerte. Et c'est le signal qu'il faut peut-être aller voir plus loin s'il n'y a pas d'autres maladies qui se cachent. Il faut consulter, de toute façon. Il faut consulter. Mais de toute façon... Il ne faut pas avoir peur de consulter. Ouais. Ça, il faut travailler dessus. Alors, je ne sais pas quel message diffuser pour que les gens aillent au-delà de cette peur de consulter, parce que elle est profonde. Eh bien, le plus souvent, j'ai envie de dire, chez les couples, c'est madame qui donne un ultimatum et qui dit « tu vas consulter ». C'est bon, je t'ai écouté, t'as fait tes trucs, machin, etc. Maintenant, tu vas consulter. Voilà, ultimatum. Sinon, toi et moi aussi. Fais-le pour moi, fais-le pour nous. Voilà. En santé, souvent, tant que ça fonctionne, on ne sait pas la chance qu'on a que ça fonctionne. C'est le jour où ça fonctionne plus qu'on réalise que finalement, on avait de la chance. C'est la différence entre les hommes et les femmes, d'ailleurs, hein, Philippe. Parce que, si vous voulez, les femmes ont très tôt affaire à leur corps. Elles voient leur corps, elles voient leur premier saignement, elles voient leur poitrine qui pousse, etc. Alors que l'homme, parce que tout est acquis finalement, tout va bien tout le temps, jusqu'au jour où, là, il prend conscience pour la première fois de son corps. Tiens, qu'est-ce qui se passe ? Alors, les femmes qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se passe plus ? Ou qu'est-ce qui se passe plus ? Alors que les femmes ont très tôt ce rapport à la question qu'est-ce qui est en train de se passer en moi ? Oui. Est-ce que c'est l'occasion aussi, Nader, et je sais que vous l'avez souvent dit à ce micro, de réinventer sa sexualité ? Bien sûr. Et de se dire que finalement, on n'a peut-être plus l'âge de... Alors... On a l'âge de ses artères, comme on dit. Oui, mais alors attention, parce que d'abord, c'est toujours l'occasion, très justement, effectivement, de dire, tiens, vous pouvez aussi explorer d'autres façons de faire. Et c'est très important. Enrichissez votre sexualité. La sexualité est exploration. Vous voyez ? Maintenant, on ne peut pas battre d'un revers de main la demande. Vous voyez ? Quand la demande est une sexualité avec pénétration, eh bien, il faut quand même faire en sorte d'aider les gens à arriver, dans la mesure du possible, parce que on a les moyens de le faire, à satisfaire cette demande. Voilà, donc allez si vous voulez, sur les deux terrains. Profitez de cette occasion qui vous est donnée pour explorer davantage, pour vous enrichir, et en même temps, travailler à satisfaire la demande. Alors, on ne fait pas du dites-moi de quoi vous avez besoin et je vous dirai comment vous en passez. Ce serait trop facile. Alors il y a une prise en charge qui peut être médicamenteuse, mais il y a aussi des prises en charge qui peuvent être naturelles, et puis il y a d'autres prises en charge. Alors c'est vrai que l'éventail est large en termes de produits disponibles sur le marché. Vous avez tout un tas de choses. Vous avez une copine que vous vouliez nous présenter, j'espère que vous la présenterez. J'espère qu'elle viendra. Qu'elle viendra un jour. Oui, j'espère qu'elle viendra. C'est Terrence Nature, qui a un très beau magasin, d'ailleurs, si je peux le dire ici, qui vend des produits naturels qui viennent d'Afrique. Voilà. Il pourra nous en parler bien mieux que je ne pourrais le faire, mais voilà. Est-ce que vous les avez testés, Nader ? Parce que si vous voulez en parler, il faudrait savoir si vous les avez. Alors, moi, mon cher Philippe, je teste tout. Voilà, parce que je refuse de parler de quelque chose que je ne connais pas. Voilà, ça c'est un principe. Voilà, je vous ai parlé des huîtres. Oui, mais alors moi j'ai testé les huîtres. Maintenant j'attends les échantillons du reste. Voilà, mais parler, il faut. Alors je teste. Voilà. Attention à tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Il faut faire très attention à cela. On peut s'empoisonner aussi. Mais voilà, donc alors, mais là, on est vraiment dans ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir le régime alimentaire.
Voilà. Quelqu'un... j'avais déjà donné cet exemple ici de ce pygmée de 90 ans qui vient d'avoir un enfant. C'est quand même intéressant parce que lui, là-bas, dans ce milieu naturel-là, au fin fond du Cameroun, n'a pas accès à ces Viagra, à ces machins, à ces ceci et à cela. Et voyez, un résultat, enfin, quelque chose de vrai, de réel, qui montre qu'il y a des choses à observer, à cultiver, à respecter pour continuer d'être fort et en bonne santé. Ouais. Et puis, alors, il y a tout, alors la corne de rhinocéros, il y a énormément de choses. Hein. La corne de rhinocéros, Philippe. Ça, vous avez essayé ça? Non, mais la disparition des rhinocéros, c'est beaucoup à ceux qui pensent que c'est un profond aphrodisiaque. Hein. Oui, les défenses d'éléphants, les ailerons de requins. Alors ça, c'est intéressant parce que ça montre bien que l'homme a toujours cherché de tout temps à accéder justement à, je remets les guillemets, à la puissance sexuelle. Et vous savez, le phallus dans certaines contrées... Alors vous m'avez envoyé une vidéo qui se passe au Bhoutan. Ouais, voilà. Et donc beaucoup de pays en Asie est quelque chose de... Il y a un culte du phallus, qui est donc un pénis en érection. C'est pas un pénis au repos, un pénis en érection, qui symbolise... Alors pour certains, effectivement, c'est pour la vidéo que je vous avais envoyée, ça protégerait des esprits malveillants, mais très très souvent c'est vu plutôt comme quelque chose qui va encourager à la fertilité. Voilà. Et on voit bien aussi dans les fresques gréco-romaines et autres de l'Égypte antique, où qu'est-ce que c'est que le Nil? Le Nil, c'est le sperme de Pharaon, du dieu Amon, hein, qui là encore, vous nagerez plus dans le... Non, mais le Nil est infesté de crocodiles, de toute façon. Donc je ne nage plus dans bonnes raisons. Je ne nage plus dans le Nil. Voilà. Donc voilà, tout cela n'a pas été effacé de notre héritage finalement. Hein. Cette idée-là est bien conservée. Et voilà. Et donc quand il y a un trouble érectile chez beaucoup d'hommes, c'est souffrance. Ouais. Mais ce qu'il faut vraiment retenir de cette émission, c'est qu'il faut consulter. Ça, c'est important. Il faut consulter, en parler. Alors, en première intention, on va voir qui? Très souvent, on va voir son médecin. Oui. Très souvent, on va voir son médecin. Et ensuite, alors, on peut directement passer à l'étape suivante et voir parce que vous avez des médecins qui connaissent un petit peu ces choses-là, mais qui connaissent la tuyauterie, comme on dit. Voilà. Oui. Mais si vous voulez, le médecin, alors évidemment, quand je dis médecin, alors vous avez votre médecin généraliste, vous avez l'andrologue, vous avez l'urologue, évidemment, très bien. Mais comment dirais-je, le côté psychologique de la question ne peut pas être, très souvent, n'est pas traité par le médecin généraliste ou l'urologue. D'accord. Donc c'est très important. Le sexologue, il se situe où dans ce dispositif? Alors, le sexologue va regarder beaucoup l'aspect psychologique de la question. Ce qui est très important, parce que vous le disiez, parce qu'on a peur, eh bien, on provoque le mauvais résultat. On entretient la peur. On entretient la peur et on entretient... Oui, c'est un cercle vicieux, de toute façon. Ça, exactement. Ouais. Donc, c'est sortir de ce cercle vicieux. C'est-à-dire, vous pouvez être, et on l'a vu, organiquement être au top, et pourtant avoir cette crainte-là, qui provoque justement l'échec. Oui, les fameuses prophéties autoréalisatrices. Exactement. Mais c'est très compliqué de travailler sur ces peurs-là. Très. Bien, Nader Alami avec sa boîte à outils que vous pouvez aller consulter. Merci d'avoir été avec nous, Nader. Merci Philippe, merci. Donc on attend votre ami qui viendra avec ses échantillons la prochaine fois pour voir ce qui fonctionne ou pas. Exactement. Et chez qui ça fonctionne et chez qui ça fonctionne moins ou pas. Oui, parce qu'en fait là aussi, tout le monde ne réagit pas de la même façon. Absolument. Faut pas être c'est du copier-coller, ça c'est bon pour tout le monde. Jamais. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission, et vous verrez la vidéo, et vous verrez Nader Alami avec son bombers bleu, arrangé par Faudil Belhamri. Voilà, Merci Faudil. Qui veille à votre look. Hein. Vous avez vu ça, Nader? C'est un peu votre conseiller. Ouais. Non, mais il est très attentif à votre image sur les réseaux. Merci d'avoir été avec nous et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.